Ma mère a dit doucement, ce week-end est réservé aux personnes qui comptent vraiment. Ma sœur a ajouté, de toute façon, tu n'apprécierais pas. J'ai levé mon verre et j'ai dit, compris. Cette nuit-là, j'ai annulé toutes les réservations de l'hôtel et j'ai annulé la compte du spa. Ok, on leur a dit, rien n'est payé. L'appel de mon père est arrivé en premier. Règle ça maintenant. J'ai souri et répondu, j'ai toujours été celui qui paie la note, les vacances, les anniversaires, les factures d'hôpital imprévues, les nouveaux meubles, même les réparations de voitures. Chaque fois que quelqu'un dans ma famille avait besoin de quelque chose, j'intervenais. Pas une seule fois je n'en ai fait toute une histoire. Je pensais que c'était ce qu'on faisait quand on avait la chance d'avoir plus que suffisant. Mon entreprise se portait bien depuis des années. J'avais fait les bons investissements et l'argent n'avait jamais été un problème. Ce que je n'avais pas réalisé à l'époque, c'est que la générosité, si elle n'est jamais respectée, peut tranquillement se transformer en laisse, une laisse qu'il pouvait tirer à chaque fois qu'il voulait quelque chose. C'était un jeudi soir à la fin de l'été. Nous étions dans le jardin de mes parents, les guirlandes lumineuses bourdonnaient faiblement au-dessus de la terrasse. Tout le monde avait un verre à la main, riant de quelque chose que mon cousin avait fait lors d'un voyage passé. Je ne faisais pas vraiment partie de la conversation jusqu'à ce que ma mère me regarde directement et dise, presque comme si c'était une réflexion après coup, que ce week-end était uniquement pour les gens qui comptaient vraiment. Avant que je puisse répondre, ma sœur s'est penchée en arrière sur sa chaise et a ajouté que je n'apprécierais pas de toute façon. Sa voix était empreinte de ce mépris désinvolte que j'entendais de sa part depuis des années. C'était le genre de commentaire qui prétend être inoffensif mais qui atterrit comme une gifle. J'ai levé mon verre et j'ai dit, compris. Mon sourire n'a pas faibli. Pour eux, il semblait probablement que je laissais couler, mais à ce moment-là, un interrupteur s'est actionné. Je finançais ces week-ends en famille depuis des années vol, hôtels, repas, activités et voilà qu'ils me faisaient comprendre que je n'étais même pas considéré comme faisant partie du cercle restreint. Ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que ce week-end particulier n'était pas simplement quelque chose qu'ils avaient improvisé. C'est moi qui avais réservé l'hôtel en bord de mer des mois à l'avance, garantissant les suites avec vue panoramique. J'avais réservé le forfait spa dont ma mère n'arrêtait pas de parler, prépayé les soins pour qu'il n'ait pas à sortir de carte. J'avais même couvert la compte pour le yacht qu'il prévoyait de prendre pour une après-midi de voile, avec un déjeuner traiteur et du champagne. Il ne connaissait même pas le coup car, comme toujours, je m'étais occupé de tout discrètement. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi sans dire un mot de plus à ce sujet. Je me suis versé un autre verre, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté à mes comptes. Un par un, j'ai tout effacé. L'hôtel annulé, le spa remboursé, le yacht retiré du programme. Je n'ai pas seulement annulé. Je me suis assuré que les réservations ne pourraient pas être réactivées sans mon approbation directe. Je suis resté assis là un moment après, ressentant un mélange inhabituel de calme et d'anticipation. Les pièces étaient en place. Ils ne le sauraient que trop tard. Et pour la première fois depuis des années, j'avais hâte de voir leur réaction. Le samedi matin est arrivé avec le genre de temps qui rend les brochures de voyage crédibles. Ciel bleu clair, brise douce, lumière du soleil se reflétant sur l'eau comme des paillettes. C'était la journée parfaite pour une sortie en yacht de luxe, celle dont ma famille se vantait auprès de quiconque voulait bien l'écouter. Je me suis réveillé plus tôt que d'habitude, non pas parce que j'en avais besoin, mais parce que je voulais imaginer chaque instant au fur et à mesure qu'il se produisait. J'ai fait du café, je me suis assis sur mon balcon et j'ai imaginé la scène se déroulant sur le quai. Ils auraient été de bonne humeur pendant le trajet. Ma mère avait probablement son chapeau de soleil surdimensionné et cette écharpe en soie qu'elle ne portait que lors des grandes occasions. Ma sœur serait en train de faire défiler son téléphone, composant déjà les légendes Instagram dans sa tête. Mon père passerait en revue l'itinéraire à voix haute comme s'il avait personnellement tout arrangé. Il n'avait aucune idée que la seule raison pour laquelle tout cela était possible était que je l'avais discrètement fait arriver il y a des mois. Au moment où ils sont montés sur le quai, j'imagine que ma mère saluait déjà l'équipage, s'attendant au traitement tapis rouge. Le capitaine du yacht, un grand type toujours en lunettes de soleil, les aurait accueillis avec un presse-papier. Il aurait demandé le nom de la réservation, et ma mère l'aurait donné comme si elle annonçait la royauté. Puis, la pause. Elle n'aurait pas été longue, juste assez pour que le sourire s'efface de son visage. Le capitaine aurait vérifié sa liste à nouveau, tapoté l'écran de sa tablette, et finalement lui aurait dit qu'il n'y avait pas de réservation sous ce nom.
Ma mère, bien sûr, aurait insisté sur le fait qu'il devait y avoir une erreur. Ma sœur serait intervenue, la voix s'élevant, lui disant de vérifier à nouveau. Le capitaine, professionnel mais ferme, leur aurait montré l'horodatage de l'annulation. Il aurait même souligné que le paiement avait été intégralement remboursé. Ma sœur aurait exigé de savoir à qui, comme si elle ne s'en doutait pas déjà. Ma mère aurait redoublé d'efforts, disant qu'elle avait tout confirmé elle-même, ce qui était un mensonge, car elle n'avait jamais levé le petit doigt pour organiser une seule partie de ce voyage. J'ai imaginé mon père s'écartant pour passer un appel, marmonnant à propos de régler ça. Quelques secondes plus tard, mon téléphone s'est allumé avec son nom. « Règle ça maintenant », a-t-il dit au moment où j'ai répondu. Pas de salutation, pas de préambule. J'ai pris une lente gorgée de café, laissant l'amertume s'installer avant de répondre « non ». Pendant un moment, il n'y a eu que du bruit de fond, des vagues claquant contre le quai, des voix étouffées, peut-être ma sœur criant sur quelqu'un à proximité. « Tu trouves ça drôle ?» a-t-il demandé. J'ai dit, vous m'avez dit que je n'apprécierais pas le week-end. J'ai suivi votre conseil. Puis j'ai mis fin à l'appel. Je savais exactement ce qui allait se passer ensuite. Il se démènerait pour sauver la face, essaierait peut-être de payer le yacht eux-mêmes, pour se rendre compte à quel point c'était vraiment cher. Il penserait à appeler l'hôtel pour s'enregistrer plus tôt, mais la même chose se produirait là-bas. Tout le week-end dont ils avaient été si confiants était un château de cartes, et je venais de retirer la pièce du bas. Ce qu'ils ne savaient pas encore, c'est que le yacht n'était que le premier domino. Après avoir raccroché au nez de mon père sur le quai, le silence de leur côté a duré environ 1 heure. Je les imagine faisant les 100 pas, essayant de trouver comment retourner la situation en leur faveur. Mon père a toujours été celui qui résout les problèmes, mais seulement lorsque la solution implique que quelqu'un d'autre paie la note. 123 Ma mère jouerait la carte de la dignité, agissant comme si cela était en dessous d'elle de même aborder le sujet. Ma sœur, elle, jacasserait, pointant du doigt tout le monde sauf elle-même. Quand mon téléphone s'est finalement rallumé, c'était ma sœur qui appelait. Je l'ai laissé sonner. Puis encore. Puis ma mère. Puis ma sœur. Au moment du 5e appel, j'avais déjà mis mon téléphone en silencieux et l'avais posé face contre le comptoir. Je préparais le petit déjeuner lorsque le nom de mon cousin est apparu sur mon écran avec un texto qui disait simplement « Que s'est-il passé ? Ta mère pleure à la marina. » Je pouvais l'imaginer clairement, assise sur un de ces bancs en bois, lunettes de soleil sur le nez, essayant de jouer la victime pour quiconque à portée de voix. Ma sœur ferait les 100 pas à proximité, téléphone à la main, appelant tous les parents auxquels elle pouvait penser pour leur dire ce qu'Andrew venait de faire. C'est son schéma. Faire assez de bruit, amener assez de gens à prendre parti, et finalement, la pression oblige quelqu'un à céder. Mais cette fois, il n'avait pas affaire à l'ancienne version de moi. Environ 1 heure plus tard, mon père a rappelé. Son ton avait changé. Moins de cris, plus de sondage. Dis-moi franchement. As-tu aussi annulé l'hôtel ? Je n'ai pas répondu. J'ai juste laissé la pause s'étirer assez longtemps pour qu'il réalise que je n'avais pas besoin de confirmer quoi que ce soit. Je l'ai entendu expirer par le nez, ce son court et sec qu'il fait quand il est coincé. Puis la ligne est devenue silencieuse. La mise à jour suivante n'a pas tardé à arriver. Mon cousin, le même qui m'avait envoyé un texto plus tôt, a appelé pour dire qu'ils avaient fait leur bagage et s'étaient rendus à l'hôtel. Ils sont entrés, les bagages roulant derrière eux, s'attendant à ce que leurs clés les attendent. Le personnel de la réception a regardé l'ordinateur, puis a poliment expliqué qu'il n'y avait pas de réservation à leur nom. Le système montrait que la réservation avait été annulée 3 jours plus tôt et que les fonds avaient été retournés au mode de paiement d'origine. C'est à ce moment-là que la prise de conscience a dû les frapper. Ma sœur s'est apparemment lancée dans la même routine qu'elle avait utilisée sur le quai, prétendant qu'il y avait eu une terrible confusion, exigeant de voir un directeur, laissant tomber mon nom comme si c'était un mot de passe magique. Ma mère se tenait raidement à côté d'elle, insistant sur le fait qu'elle avait personnellement confirmé les détails, ce qui était un pur mensonge. Mon père a sorti sa carte de crédit, prêt à jeter de l'argent sur le problème, mais les prix de haute saison dans un hôtel de luxe en bord de mer n'étaient pas ce qu'ils avaient budgétisé. Et même s'ils avaient été prêts à payer, l'hôtel était complet. Les seules disponibilités en ville se trouvaient dans des motels économiques loin de l'eau. L'un n'avait pas de climatisation. Un autre avait des critiques d'1 étoile sur la moisissure.
Ma mère a refusé de même les considérer. Ils sont restés dans le parking pendant près d'1 heure, essayant de comprendre quoi faire pendant que ma sœur continuait d'appeler des parents pour obtenir du soutien. Certains parents ont offert leur sympathie. Aucun n'a offert sa carte de crédit. En fin d'après-midi, mon téléphone a vibré avec un texto de ma mère. Nous devons parler. Je l'ai lu, j'ai posé mon téléphone et je suis retourné assaisonner l'entrecôte que j'allais jeter sur le grill. Le soleil était chaud, l'air sentait le romarin et le charbon de bois. Et pour la première fois depuis longtemps, mon week-end était entièrement à moi, et je savais qu'il ne faisait que commencer. Le dimanche matin, il était clair qu'ils avaient dépassé la phase du « ce doit être un malentendu ». Maintenant, c'était une campagne coordonnée. Les appels arrivaient par groupe, maman, papa, sœur, puis tante Carole, puis ma cousine Émilie. Ils n'agissaient plus individuellement. Ils travaillaient en unité, se relayant comme s'ils effectuaient des quarts de travail dans un siège. La première voix que j'ai réellement décrochée n'était aucune des leurs. C'était mon cousin Marc. Nous n'avons pas eu de conversation correcte depuis des années, ce qui m'a immédiatement dit qu'il avait été poussé dans le rôle de pacificateur neutre. Il a commencé par des bavardages inoffensifs sur mon entreprise, puis a progressivement glissé vers la vraie raison de l'appel. Il m'a dit que maman était vraiment bouleversée, que toute la famille parlait de ce gâchis et que je devais simplement régler les choses parce que la famille passe avant la fierté. Je lui ai dit que ce n'était pas de la fierté, c'était un principe. Qu'il s'était tellement habitué à ce que je paie pour tout qu'il se sentait en droit de le faire, et que me dire que je ne comptais pas tout en profitant des choses même que j'avais payées était là où la ligne était tracée. Il n'a pas aimé cette réponse. J'ai pu entendre la pause gênante avant qu'il ne marmonne quelque chose comme « peut-être qu'il ne le pensait pas de cette façon ». En fin de matinée, l'approche a changé. Ma mère a envoyé un énorme texto de groupe qui l'incluait, mon père, ma sœur, mes 2 tantes et quelques cousins. Le ton était théâtral. Elle a affirmé que ma décision les avait humiliés devant des étrangers, que des gens à la marina avaient été témoins de notre embarras et que la réputation de la famille mettrait des années à se reconstruire. La dernière ligne a attiré mon attention. Tu as toujours géré nos comptes. Peut-être devrions-nous reconsidérer cela. C'était la première indication qu'ils songeaient à transformer cela en un jeu de pouvoir. Il y a des années, mes parents m'avaient demandé de gérer un compte de placement conjoint pour eux. Je l'avais fait gratuitement, je l'avais fait fructifier, je n'avais jamais pris un centime. Le fait qu'ils laissaient même entendre qu'ils l'utiliseraient comme levier m'a dit 2 choses, premièrement, ils étaient désespérés, et deuxièmement, ils avaient sérieusement mal jugé ma tolérance à être menacé. Puis est venu le rebondissement. Vers 15 heures, j'ai reçu un email du directeur général de l'hôtel qui m'était directement adressé. Il a dit qu'il avait reçu une plainte formelle de ma sœur alléguant que les annulations étaient frauduleuses et que j'avais volé ses vacances. Elle avait même essayé de faire remonter l'affaire au niveau de l'entreprise, exigeant qu'il rétablisse les réservations sans frais pour elle et affirmant que mes actions constituaient un abus financier. J'ai immédiatement appelé le directeur. Il était professionnel, mais je pouvais dire à son ton qu'il pensait que toute l'affaire était absurde. J'ai expliqué que j'étais le payeur d'origine, le titulaire du compte et la seule personne autorisée sur la réservation. J'ai également précisé que ma sœur n'avait aucun droit légal ou financier sur quoi que ce soit. Il a ri doucement et a dit « Je m'en doutais. Elle appelle toutes les heures depuis hier. » Le soir, les messages de la famille avaient de nouveau changé de ton. Les supplications avaient disparu. Maintenant, c'était de l'entitlement pur. Mon père a écrit que je leur devais pour tout ce qu'ils avaient fait pour moi au fil des ans. Ma sœur a ajouté que si je ne réparais pas les choses, je brûlerais tous les ponts avec cette famille. Ma mère a essayé un dernier angle, disant qu'elle n'oublierait jamais comment je les avais abandonnés dans un moment de besoin. Je me suis versé un verre et je me suis assis sur mon balcon, le verre frais dans ma main. Ils se bousculaient parce que, pour la première fois, ils voyaient une vérité qu'ils avaient ignorée pendant des années. Sans moi, ils ne pouvaient pas financer leur propre style de vie. Et pire encore, ils n'avaient aucun moyen réel de me forcer la main. Ils étaient sur le point de découvrir à quel point j'avais toujours eu le contrôle. Lundi après-midi, j'étais dans mon bureau à domicile en train de rattraper mon travail quand j'ai remarqué un mouvement sur le flux de la caméra de sécurité. Mon allée, habituellement vide à cette heure de la journée, avait maintenant un VTC qui tournait au ralenti sur le trottoir. 2 silhouettes sont sorties. Même depuis l'angle granuleux de la caméra, je savais exactement qui elles étaient. D'abord,
Ma sœur avec ses lunettes de soleil surdimensionnées, celles qu'elle porte quand elle veut être prise au sérieux. Elle tenait son téléphone comme si c'était un appareil d'enregistrement, probablement prête à documenter la conversation qu'elle prévoyait de commencer. Quelques secondes plus tard, ma mère est sortie de l'autre côté de la voiture, se déplaçant plus lentement, son visage figé dans cette expression qu'elle arbore lorsqu'elle est sur le point de culpabiliser quelqu'un pour le soumettre. Je n'ai pas ouvert la porte tout de suite. Je les ai laissés là pendant 1 minute, me demandant si je les reconnaîtrais même. Puis je suis entré dans le couloir, j'ai déverrouillé la porte et je me suis appuyé sur le cadre. Je ne les ai pas invités à entrer. Ma sœur a immédiatement sauté sur l'occasion. Elle a dit que j'avais prouvé ce que j'essayais de prouver et qu'il était temps de régler les choses avant que ça n'empire. Je lui ai demandé ce que pire signifiait. Elle a souri d'un air narquois, disant que la famille avait des moyens de s'assurer que je regretterais de laisser l'argent se mettre entre nous. Je suis sorti, fermant la porte derrière moi, et je lui ai gardé le dos comme une barrière. Puis je leur ai dit ce que je retenais depuis des années. Je leur ai rappelé toutes les vacances, tous les repas, toutes les factures que j'avais discrètement couvertes sans y penser à 2 fois. Je leur ai dit que ce n'était jamais une obligation, c'était mon choix. Mais ils en avaient fait une attente. Ils ne m'avaient pas remercié. Ils l'ont traité comme leur droit. J'ai expliqué que le week-end gâché n'était pas une punition, c'était un aperçu. À partir de maintenant, ils réserveraient leur propre voyage, paieraient leur propre luxe et apprendraient ce que c'était que de planifier sans supposer que je prendrais en charge la note. Ma mère a essayé d'intervenir avec les mêmes appels émotionnels qu'elle avait toujours utilisés, parlant d'unité familiale et de respect de notre lien, mais je ne lui ai pas laissé de place. Je leur ai dit qu'à partir de ce matin, je m'étais retiré de tous les arrangements financiers que je supervisais pour la famille. Le compte de placement que j'avais fait fructifier pour mes parents était toujours intact, mais ils en avaient maintenant le plein contrôle, ce qui signifiait également qu'ils en avaient la pleine responsabilité. Plus de gestion discrète, plus de filet de sécurité. La posture de ma sœur a changé. L'arrogance fuyait de sa voix. Elle a commencé à dire quelque chose sur ce que les gens penseront quand ils entendront tout ça. Je l'ai coupé. Je lui ai dit que les seules personnes qui se souciaient de leur image étaient eux et que la perception du public ne valait pas les années de droit que j'ai tolérées. Le silence a régné pendant quelques instants après cela. Puis ma mère a dit à ma sœur qu'elle devrait partir avant de faire une scène. Elles se sont retournées et sont retournées vers la voiture qui attendait, sans se parler. Le VTC s'est éloigné. Mon téléphone est resté silencieux pendant des heures. Puis, juste après 21h ce soir-là, j'ai reçu un seul texto de mon père. Message reçu. Mais je savais par expérience que reçu ne signifiait pas compris. Et cela ne signifiait certainement pas accepté. Les premiers jours qui ont suivi cette confrontation devant ma porte d'entrée ont été d'un calme plat. Pas d'appel, pas de SMS, pas de visite surprise. Pas même un des messages critiques habituels de ma sœur en ligne. En surface, on aurait pu croire qu'il l'avait accepté. Mais je les connaissais mieux. Ma famille ne bat pas en retraite, elle se regroupe. Cela a commencé le 4e jour. J'ai remarqué une publication de ma cousine Émilie, une photo de coucher de soleil avec la légende, certaines personnes oublient qui les a aidés à briller. Pas de nom, mais le moment était trop évident. Le lendemain matin, ma tante Carole a mis en ligne une photo de plage de ses enfants avec la phrase « Nous savons toujours comment passer un bon moment sans drame ». Ma sœur a opté pour la performance complète, un selfie dans un miroir dans un peignoir de spa usé, avec la légende « Soins personnels à mes frais ». Comme si c'était un tour d'honneur au lieu d'un lot de consolation. L'ironie, c'est que toutes ces piques ne faisaient que les rendre plus désespérés. Je n'ai répondu à aucune d'entre elles. Je voulais qu'ils restent avec leur malaise. 2 semaines plus tard, ma mère a appelé. Elle avait l'air décontractée au début, me demandant si je viendrais pour Thanksgiving. Je lui ai donné une réponse évasive, sachant que ce n'était pas la vraie raison pour laquelle elle m'avait contacté. Bien sûr, après une pause, elle l'a laissé échapper. Les choses ont été difficiles depuis que tu t'es retiré des comptes. C'était un euphémisme. Mon père avait apparemment essayé de gérer l'un des identifiants de courtage et avait réussi à se bloquer après plusieurs tentatives de mots de passe infructueuses. Les protocoles de sécurité automatisés ont gelé leur accès pendant 72 heures, au cours desquelles ma mère a dit qu'il se sentait piégé. Ma sœur, quant à elle, leur avait demandé des prêts entre les chèques de paie, mais elle dépensait toujours de l'argent pour des brunchs,
des vêtements et tout ce qu'elle pouvait justifier comme une nécessité. J'ai dit à ma mère exactement ce que je lui avais dit sur le pas de ma porte, les jours où je résolvais leurs problèmes et finançais leurs plaisirs sans être respectée étaient terminés. Elle n'a pas discuté. Elle s'est juste tue, puis a commencé à parler de la météo. Un mois plus tard, ma sœur a fait un autre pas. J'ai reçu une invitation par email pour un week-end en famille à la montagne. La façon dont c'était formulé était prudente. Aucune mention de coût, juste l'attente que si j'acceptais, je couvrirais automatiquement les chalets. J'ai répondu par 2 mots. Ça a l'air cher. Elle n'a jamais répondu. Au cours des mois suivants, j'ai vu le changement. Lors des réunions de famille, ils évitaient d'aborder les vacances ou les gros achats en ma présence. Ma sœur gardait ses distances à moins que d'autres personnes ne soient dans la pièce. Mon père est resté poli mais bref. Ma mère a essayé d'arrondir les angles avec des bavardages, mais elle n'a plus jamais parlé d'argent. Le changement le plus révélateur n'était pas dans ce qu'il disait, c'était dans ce qu'il ne disait pas. Plus de commentaires du type « on devrait tous aller quelque part ». Plus de sous-entendus sur les surclassements ou les cadeaux. Ils avaient appris à leurs dépens que je pouvais couper le cordon et m'en aller sans regarder en arrière. Il ne s'agissait plus seulement de ce week-end gâché. Il s'agissait de rétablir l'équilibre après des années d'attente tacite. Ils savaient maintenant sans aucun doute que le filet de sécurité sur lequel ils se balançaient n'était pas le leur. C'était le mien. Et je pouvais le retirer à tout moment. Et dans cette connaissance, ils ont finalement commencé à marcher sur des œufs. C'était la vraie victoire. 2 semaines après l'invitation au soi-disant week-end en famille à la montagne, les choses s'étaient suffisamment calmées pour que je pense que peut-être, juste peut-être, ils avaient enfin laissé tomber. Pas d'appel téléphonique, pas de texto de groupe, pas de message passif-agressif sur l'Instagram de ma sœur. J'ai commencé à penser que la leçon avait vraiment porté ses fruits. Mais avec ma famille, le silence n'est pas une reddition, c'est une préparation. Le premier signe est apparu sous la forme d'un courriel de mon comptable avec pour objet « Urge, fraude potentielle ». À l'intérieur, elle avait transmis un message de la société de gestion immobilière qui s'occupe de l'une de mes maisons de location. Selon eux, quelqu'un avait appelé en se faisant passer pour moi, disant qu'il y avait un changement dans ma stratégie financière et que les paiements de loyer devaient être envoyés sur un nouveau compte bancaire à des fins fiscales. Ils avaient même utilisé mon ancienne adresse de lycée comme vérification, quelque chose qui n'est pas de notoriété publique et qui n'est plus pertinent depuis des décennies. Le gestionnaire immobilier a immédiatement soupçonné que quelque chose n'allait pas. Il a refusé le changement, a dit à l'appelant qu'il avait besoin d'une vérification écrite et a contacté directement mon comptable. Le deuxième signe est arrivé plus tard dans la nuit. Ma cousine Émilie m'a appelé, ce qui est assez rare pour éveiller les soupçons. Elle semblait hésitante, presque désolée, et m'a dit que ma sœur lui avait posé des questions étrangement spécifiques sur mes actifs, quelles propriétés étaient à mon nom, lesquelles appartenaient à mon entreprise, combien je gardais en fonds liquides. Émilie a affirmé qu'elle n'avait donné aucune réponse, mais elle pensait que je devais savoir. Puis elle a ajouté autre chose. Apparemment, ma mère avait rencontré un ami qui est doué pour la paperasse. Émilie ne l'a pas dit franchement, mais je savais ce qu'elle voulait dire, quelqu'un qui savait comment fouiller dans les dossiers financiers publics et semi-publics, peut-être même trouver des moyens créatifs de faire pression pour y avoir accès. Le lendemain matin, je n'avais pas besoin de confirmation. Ma sœur a publié l'un de ses messages cryptiques et satisfaits sur Facebook. Certaines personnes pensent que couper les ponts les rend intouchables. Ce n'est pas le cas. Ce n'était plus seulement de l'amertume. C'était de la reconnaissance sondée, chercher des points faibles qu'ils pourraient exploiter. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé quelque chose d'important. Je n'allais pas continuer à attendre leur prochaine tentative. J'arrêterais de jouer en défense. Il était temps de passer à l'offensive, de verrouiller chaque compte, chaque propriété, chaque point d'accès possible avant même qu'ils ne réalisent que les portes se fermaient. Ils pensaient pouvoir être malins. J'étais sur le point de leur montrer ce que signifiait réellement être malin. Une fois que j'ai décidé de passer à l'offensive, je n'ai pas attendu. À midi ce jour-là, j'avais mon avocat au téléphone, mon comptable dans ma boîte de réception et mon gestionnaire immobilier en conférence à 3. Je voulais que tout soit examiné, chaque compte, chaque propriété, chaque paiement automatique, chaque point d'accès où mon nom croisait le leur. Nous avons commencé par le compte de placement conjoint que je gérais pour mes parents. Il était toujours en bon état,
mais j'ai transféré la surveillance à une fiducie à mon nom seul, avec un nouvel avocat comme seul administrateur. Mes parents étaient toujours bénéficiaires, je ne prenais pas leur argent mais ils ne pouvaient plus toucher un centime sans mon accord explicite. Venaient ensuite les propriétés. J'ai confirmé que tous les titres de propriété étaient soit à mon nom personnel, soit à celui de mon entreprise, puis j'ai ajouté une alerte à la fraude auprès du bureau de l'enregistrement du comté. Si quelqu'un tentait ne serait-ce que de déposer un changement de propriétaire ou un privilège, je serais averti instantanément. Les comptes bancaires ont obtenu une vérification en 2 étapes avec une clé de sécurité physique, le genre que vous devez brancher sur votre ordinateur pour vous connecter. Pas de code par téléphone. Aucune chance d'être accidentellement réinitialisé par quelqu'un qui a deviné mes coordonnées personnelles. Même l'adhésion au Yacht Club, celle que mon père aimait exhiber comme si c'était la sienne, a été mise à jour. Le directeur du club savait maintenant que personne d'autre que moi n'avait l'autorisation de réserver, de facturer ou même d'accéder à la propriété sous mon adhésion. Cela a pris moins d'1 semaine. Au moment où j'ai eu fini, il n'y avait plus une seule partie de ma vie financière qu'ils pouvaient atteindre. Le premier signe qu'ils l'ont remarqué est venu lorsque mon père a essayé de se connecter au compte conjoint pour vérifier quelque chose et a reçu un message d'erreur. Il m'a appelé, la voix sèche, me demandant pourquoi il était verrouillé. Je lui ai dit qu'il n'était pas verrouillé, il était sécurisé, et que s'il avait besoin de quelque chose, il pouvait faire une demande formelle par l'intermédiaire de mon avocat. Le deuxième signe est venu de ma sœur, qui a apparemment essayé d'appeler le gestionnaire immobilier pour ajuster les paiements de location de l'une de mes maisons. Il lui a dit qu'il ne pouvait rien discuter sans mon autorisation écrite. Elle n'a même pas pris la peine de me contacter par la suite. Ma mère n'a pas appelé du tout, mais j'ai appris par Émilie qu'elle avait cessé de se vanter auprès de ses amis des week-ends en famille ou de la générosité d'Andrew. Pour la première fois depuis des années, il ne pouvait rien toucher de ce qui m'appartenait, ni mon argent, ni mes réservations, ni même mon nom pour obtenir un traitement de faveur. Et je pouvais sentir le changement. Il n'était pas content, mais il savait qu'il ne pouvait pas l'annuler. C'était le but. Il pensait que le week-end que j'avais annulé était le message. Ce n'était pas le cas. Le vrai message était le suivant, il n'avait jamais eu droit à mon succès. Et maintenant, il ne pouvait même plus faire semblant. Et cette fois, il n'y avait pas de retour en arrière possible.